Bonjour Monsieur le maire. Bonjour Michel Cotta. Alors la première question qui vient à l'esprit quand on est dans ce beau quartier, vous avez beaucoup de bureaux dans votre arrondissement, peut-être moins de gens qui habitent. Comment est-ce qu'on concilie les intérêts des habitants avec les intérêts des commerçants ? Eh bien, c'est tout le cœur de la politique que je mène depuis 2001 maintenant dans le 2e arrondissement, c'est comment permettre à l'activité économique de s'exercer sans nuisance pour les habitants. Alors cela suppose toute une série d'aménagements, notamment pour que les livraisons puissent s'effectuer, pour tout ce qui est notamment dans le sentier, et puis par ailleurs pour favoriser l'implantation des entreprises de la technologie, de l'information et des communications, l'économie numérique qui génère de l'emploi, pour lequel les salariés habitent à proximité, puisqu'on a beaucoup de cadres qui travaillent dans ces entreprises. Alors, il y a quand même beaucoup de commerçants en vêtements. C'est quand même, je pense, la majorité dans votre arrondissement. Avant l'économie numérique, alors on parlera peut-être après de l'économie numérique. Vous avez par exemple fait un plan de livraison. Et racontez-moi un peu ce que c'est, parce que c'est tellement novateur que je n'ai jamais vu un autre maire avoir un plan de livraison. Bah écoutez, comme vous le dites, l'économie du 2e arrondissement, c'est le sentier, c'est le textile, c'est la confection. C'est une économie qu'on a voulu accompagner dans ses modes d'évolution, dans ces changements. Donc il a fallu sur tout le pourtour du sentier et au cœur du sentier créer des zones spécifiques réservées aux commerçants pour qu'ils puissent livrer et emmener les marchandises sans que cela gêne la circulation au cœur du sentier. Cela signifie un plan de circulation qui privilégie pour les habitants et ceux qui passent le vélo, et pour ceux qui y travaillent et qui ont besoin de leur outil de travail, c'est-à-dire un outil de livraison, et bien des endroits pour se garer et pouvoir travailler sans gêner le voisinage. Et ça marche plutôt bien d'ailleurs, puisque plus personne n'entend parler des embouteillages dans le sentier dont on nous rabattait les oreilles sur FIP pendant des années quand vous mettiez la radio. Aujourd'hui, c'est terminé, ça fonctionne plutôt bien. C'est le règne du vélo ou c'est parce que c'est le règne du vélo ? Non, c'est parce que on a réussi à accompagner une économie qui se transforme. Aujourd'hui, le sentier, c'est beaucoup moins de fabrication, mais beaucoup plus de showroom. C'est fabriqué à l'extérieur et les fabricants montrent leur collection. Et puis, c'est aussi une évolution vers un autre type d'économie radicalement différente, qui est celle de l'économie numérique. Alors, nous y voilà. Comment est-ce que, dans un arrondissement de Paris, on décide de développer l'économie numérique ? Alors, on ne le décide pas. On part d'une réalité qui est que le centre de Paris, grâce à la bourse, était le premier arrondissement qui a été câblé en fibre numérique. Donc ce qui a attiré les premières entreprises qui ont cherché à s'installer. Et puis quand on s'est dit qu'il fallait redynamiser le sentier, l'économie numérique dans le sentier, eh bien on a mis en place une association qui s'appelle Silicon Sentier, qui regroupe toutes les petites entreprises, voilà, exactement, toutes les petites entreprises qui se sont mises en relation, qui ont fait de la mise en relation de bureaux, une bourse pour les locaux vacants, qui ont créé une espèce de comité d'entreprise commun, etc. Et puis toute une communication pour favoriser la venue de ces entreprises a fait en sorte qu'aujourd'hui se multiplie ce type de société qui s'harmonise tout à fait bien avec la vie d'un centre-ville. Et avec la présence dans votre arrondissement de l'AFP, qui est l'agence française de presse, qui occupe un fort périmètre. Tout à fait. Ben, l'AFP, ce sont nos voisins. On est très heureux qu'ils soient là, qu'ils restent dans notre arrondissement. Et on a été amené d'ailleurs à travailler avec eux. De temps en temps. Mais... Ah, ben, faut bien que les salariés défendent leurs droits, n'est-ce pas ? Ils sont tellement difficiles parfois à conserver, ces acquis sociaux. Mais en tout cas, c'est une très belle entreprise et qui est une entreprise d'information encore, pourvu qu'elle le reste, libre et indépendante
et très informatisé. Et bien entendu. Qui rentre dans votre spécialité. Exactement, qui a un projet de modernisation autour de l'économie numérique pour être plus présent sur Internet et tous les sites d'information numérique, et qui a donc toute sa place au cœur du Silicon Sentier. Alors, dans un quartier comme le vôtre, comment est-ce qu'on fait du logement social? Je sais que vous êtes attaché au logement social et d'une façon générale à un équilibre sociétal. Mais comment est-ce qu'on fait? Il n'y a pas grand-chose à construire. C'est un véritable casse-tête, le logement social, mais j'y tiens. J'y tiens parce que... Et comment vous faites? On préempte. On préempte, c'est-à-dire que dès qu'il y a un immeuble qui est à vendre dans sa totalité ou en grande partie, je demande à ce que la ville le rachète pour y créer du logement social. Alors, je demande une préemption de 100 immeubles pour qu'au bout du compte, un seul puisse aboutir à du logement social, parce que la ville regarde si le logement n'est pas complètement insalubre, ou si la réhabilitation ne ferait pas exploser le coût du logement social, si les normes d'urbanisme sont respectées, et si c'est le cas, eh bien, on peut créer un immeuble de logements sociaux ou des logements dans un immeuble, et entre le moment où j'ai préempté et le moment où on inaugure, cela prend 3 ans. Donc c'est long, mais on y travaille et on a considérablement augmenté le nombre de logements sociaux. D'autres maires de Paris qui ont les mêmes contraintes territoriales, en quelque sorte, ont beaucoup réhabilitent beaucoup. Vous pensez que c'est plus cher que d'acquérir un immeuble et de le répartir en logements sociaux? Nous, on a un patrimoine architectural tellement beau, tellement authentique, qu'il faut le préserver. Et il est tout à fait possible, dans la vieille pierre, si je puis dire, de créer des très beaux programmes de logements sociaux. On a fait un programme neuf en 10 ans, donc dans une petite friche qui était laissée à l'abandon, la dernière friche du 2e arrondissement, on en a fait un programme neuf. Tout le reste, c'est de la réhabilitation, de la rénovation dans l'ancien, et avec des très belles réalisations. Et d'ailleurs, vous ne voyez pas, quand vous passez dans la rue, que c'est du logement social. Ouais. Alors, le fait qu'il y ait beaucoup de commerçants qui ne votent peut-être pas chez vous, qu'est-ce que ça change par rapport à ceux qui votent et qui sont les habitants, qui ont besoin d'écoles? Comment vous arrangez dans la vie pratique les disparités? Eh bien, moi, je crois beaucoup au dialogue et au débat. Oui, j'ai vu que vous avez des conseils de quartier. Voilà, vous avez anticipé ma réponse, Michel. Ce sont les conseils de quartier, au sein desquels figurent ce qu'on appelle des personnalités qualifiées, c'est-à-dire des gens qui font le 2e arrondissement parce que ce sont des entrepreneurs, parce que ce sont des personnalités, et ces gens-là participent au conseil de quartier et donc rencontrent les habitants et confrontent leurs besoins à ceux des habitants. Et puis nous, en tant qu'élus, nous réglons les conflits d'usage, comme on les appelle, c'est-à-dire que une fois que l'Assemblée a débattu, le maire arbitre et donc prend sa décision, qui est parfois une décision de compromis, qui parfois va dans le sens du commerçant, parfois dans le sens de l'habitant. Par exemple, les terrasses. Prenons les terrasses. On a un arrondissement qui évolue beaucoup en quartier de nuit. C'était très longtemps un quartier de jour avec beaucoup de marchés alimentaires, notamment rue Montorgueil, qui était un marché pendant très longtemps, qui le reste d'ailleurs, c'est toujours une rue marché, mais qui travaille aussi la nuit. Et la nuit, quand les terrasses s'étalent un peu trop, cela fait du bruit pour les habitants qui sont réveillés dès 5 heures du matin par les livraisons des commerçants de commerce de bouche. Et donc là, il y a une régulation à trouver pour que les terrasses reviennent à des dimensions plus raisonnables, pour qu'elles s'arrêtent un peu plus tôt la nuit, pour que les habitants puissent dormir. Et ça, on le discute, ça se confronte, ça s'engueule, et puis petit à petit, on trouve du consensus. C'est comme ça que ça marche. Est-ce que, juste une question subsidiaire, est-ce que vous faites partie des maires qui trouvent qu'il ne faut pas des terrasses chauffées pour les fumeurs? Oui,
je pense que... Vous êtes écolo, alors. Ah ouais, je suis écolo, je vais pas avoir... je vais vous dire, vous connaissez l'Allemagne probablement, ou même en Belgique, je l'ai vu, on donne des petites couvertures, des plaids aux consommateurs qui veulent prendre leur café dehors pour fumer leurs cigarettes, et cela ne semble pas poser de problème, c'est rentré dans les mœurs. En France, on met un chauffage au gaz ou électrique, et quand on connaît les problèmes que ça pose sur l'environnement, le réchauffement climatique et les productions de gaz à effet de serre, bientôt on ne chauffera plus les terrasses, hein. La planète se réchauffera toute seule et on pourra fumer dehors en hiver sans craindre de prendre froid si ça continue. Et si on a le droit de fumer même en hiver et même chez soi. Oui, ça, respectons quand même la liberté de chacun. On parle des écoles. Oui. Est-ce que c'est une de vos préoccupations? L'école, c'est une de mes priorités, oui. Parce que l'éducation, c'est une de mes priorités politiques. Je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on est écologiste, c'est d'abord penser aux générations futures. Il s'agit de leur donner tous les moyens pour pouvoir nous succéder et perpétuer cette merveilleuse aventure qu'est la vie sur Terre. Plutôt des collèges? On a beaucoup d'écoles primaires, maternelles, collèges, un collège, mais ce sont surtout des écoles primaires dont je suis responsable en ce qui concerne non pas les contenus pédagogiques, mais les conditions d'exercice de l'enseignement, c'est-à-dire permettre que le matériel soit là, que l'école soit en bon état, et de la nourriture, comme on appelle la cantine. Nous on dit les restaurants scolaires, parce que comme on fait 60% de bio, bientôt 80% avec l'ensemble des fruits et légumes, on préfère dire restaurant scolaire. 5 légumes par jour, 5 légumes et fruits par jour dans les cantines? Oui, tout ça c'est normé, c'est assez précisément défini. Alors vous êtes vous avez les affaires culturelles, au fond. Oui. Vous êtes un maire chargé des affaires culturelles. Vous vous occupez des bâtiments, vous vous occupez des expositions, de faire vivre culturellement le quartier. Tout à fait. Le patrimoine fait partie de mes préoccupations. Donc, moi, mon côté profondément conservateur, c'est le patrimoine. Pour le reste, je suis très progressiste. Mais en ce qui concerne l'histoire, l'architecture dans un quartier comme celui-là, eh bien, faut faire vivre cette histoire et préserver ce patrimoine. Mais la culture, c'est pas seulement ça, c'est aussi permettre aux artistes contemporains de s'exprimer, de s'exposer, d'exposer leur œuvre. J'ai vu qu'il y avait une exposition dans votre mairie. On expose Claude Gérard en ce moment. Donc c'est un artiste méconnu, mais je pense qu'il est promis un bel avenir. Malheureusement, c'est un monsieur très âgé, et comme tous les grands artistes, vous savez, on les reconnaît une fois qu'il est trop tard. Alors, ce n'est pas le cas pour Claude Gérard, puisqu'on va le reconnaître aujourd'hui, mais on favorise aussi l'expression artistique des plus jeunes, en exposant beaucoup de ce qui se fait dans les écoles, avec les écoles, lors d'événements concrets, avec une association qui s'appelle la Scène du Balcon, avec qui on fonctionne très bien. J'ai vu aussi qu'il y avait un musée d'histoire dans votre deuxième arrondissement. Tout à fait, c'est à proximité d'ici. Bibliothèque nationale aussi, qui est un des joyaux, un des joyaux de cet arrondissement, bien sûr. Monsieur le maire, la règle du jeu, c'est que je vous ai demandé 2 photos. Ah oui. Une photo personnelle, une photo professionnelle. Alors je vais savoir ce que vous avez. On commence par quoi, choisi. Professionnelle ou... On commence par la personnelle et on finit par la professionnelle. D'accord. Alors la personnelle, c'est celle-ci. Voilà, c'est 2 femmes, 2 très belles femmes, c'est la mère et la fille, c'est ma mère et ma grand-mère, qui se transmettent quelque chose. Elles se transmettent un savoir-faire ancestral, authentique, paysan, donc écologique, celui de plumer la volaille. Où est-ce qu'elles sont la volaille? Elles sont quoi, à la campagne? Elles sont à la campagne, dans le Berry. Et je trouve que la photo a ce côté authentique et vrai
que l'on recherche quand on est cette écologique. enfance dans le Berry est née votre parti écologique? Non, pas du tout. Moi, j'ai passé mon enfance au cœur de Paris. Ma mère et mes parents sont des immigrés qui sont venus travailler à la capitale, là où je suis né. Mais on a toujours gardé des liens, et enfant, j'ai toujours gardé des liens avec la campagne. Et je pense que ce Vous avez besoin... toujours la maison dans le Berry? Non, on l'a plus depuis que ma grand-mère est partie. On l'a plus, mais j'y retourne de temps en temps puisque ma mère, elle, est repartie là-bas et elle a. Et votre photo personnelle, professionnelle? Alors ma photo professionnelle, c'est celle-ci. Je l'aime beaucoup parce c'est une photo humoristique, si je puis dire, puisqu'elle a été faite dans mon bureau ici en 2001. Je viens d'être élu maire d'arrondissement et je découvre le titre que vous voyez dans la presse et cela m'amuse. Et c'est un ami photographe qui l'a... Ça n'a pas amusé tout le monde, et notamment... Non, mais je vais vous dire pourquoi ça m'a amusé, parce que moi j'ai la conviction que l'important dans la vie, c'est pas d'où l'on vient, c'est ce qu'on est. C'est le parcours qui est important. C'est ce qui fait qu'un homme se construit. Et moi, j'ai commencé ma vie politique à 17 ans dans les mouvements libertaires. Ensuite, j'étais associatif et je suis devenu maire d'arrondissement. Et je pense que c'est un parcours qui fait que j'ai dû passer par cette phase de ma vie politique pour aujourd'hui pouvoir assumer des responsabilités comme celles que j'assume. Quelque part, il y a quelque chose le passage du gauchisme à la gestion. C'est quelque chose, après tout, c'est un itinéraire intéressant. Tout à fait. Je et pense un peu celui de Jospin. Je ne me compare pas, mais en tout cas sur la photo, c'est vrai qu'il y a une espèce de croisement qui fait qu'entre mon parcours qui m'amène là en 2001 et celui de Jospin qu'on découvre à ce moment-là, moi je pense que ce qui lui a manqué peut-être, c'est cette authenticité, cette clarté. Je pense qu'en politique, il faut être sincère, clair et dire les choses telles qu'elles sont. Et surtout ne pas craindre ses origines. Je pense que l'identité, c'est très important dans ce qui constitue une personne. Et c'est ce qui fait que les parcours se déploient et que les personnalités sont authentiques et vraies. Merci, monsieur le maire. Merci, Michel Cotta.